Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'actualité et plus précisément aux relations algéro-françaises et cet énième épisode de la crise entre Paris et Alger, puisque le gouvernement algérien a annoncé cet après-midi le retrait de son ambassadeur auprès de la République française suite à la reconnaissance par la France sur le plan d'autonomie marocaine. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Kamal Mansari, directeur du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamal. M. Saïd Ayachi, président du comité de soutien au peuple sahraoui. Et également, nous avons avec nous Mehdi Khezar, consultant pour Al24. Bonsoir. Voilà, avant toute chose, messieurs, cette décision intervient suite au message du gouvernement français de soutien au plan d'autonomie marocaine. Alors, Kamal Mansari, vous qui connaissez bien le dossier, quelle est votre première lecture ? Tout d'abord, c'est une violation du droit international. Il y a ce qu'on appelle les principes élémentaires dans les relations internationales. Nous avons un conflit le plus vieux conflit en Afrique, qui est un dossier qui est entre les mains des Nations Unies depuis 1964, depuis le comité qui est entre les mains du comité de décolonisation, le comité des 24, et aussi de l'Union africaine notamment. Donc on est face à un problème qui est reconnu, adopté, endossé par la communauté internationale. Donc il a fait l'objet de plusieurs résolutions de l'ONU et surtout d'accords entre les deux belligérants, qui c'est le Front Polisario représentant du peuple sahraoui et le Maroc depuis 1991, après le cessez-le-feu qui a été annoncé à cette époque-là, qui a été suivi par des accords de Houston en 1996, et puis une série de rencontres qui devaient aboutir sur le référendum au Sahara occidental, qui a été à chaque fois rejeté par le Marocain, parce que le Maroc a joué la fuite en avant pour en arriver à la situation à laquelle aujourd'hui il y a eu tellement de tentatives pourtant pour arriver à régler ce problème-là, et toujours été le cas, c'est le Maroc qui fait de la fuite en avant parce que le statu quo l'arrange, le statu quo fait en sorte à ce qu'il maintient sa domination sur le territoire, et en même temps il dénie, il balaie d'un revers de la main tout ce qui a été considéré comme un combat juste et légitime du peuple sahraoui. Donc nous sommes vers un problème de colonisation. Il n'est pas le seul dans le monde, la question palestinienne. Et même si on évoque la question des territoires non autonomes, il y en a 17 dans le monde, y compris celui de la Nouvelle-Calédonie, pour lequel la France ne veut pas reconnaître, ne veut pas donner au peuple kanak sa liberté, mais en même temps, parce que ça l'arrange d'asseoir ou d'endosser ou de soutenir un pays colonisé. Donc nous sommes face à une logique colonialiste, face à une logique de libératrice, et l'Algérie défend un principe. C'est un principe même avec ses amis. Donc il faut se rappeler que l'Algérie, même si elle défend ce principe-là de droit au peuple à l'autodétermination, qui est un principe cardinal dans sa diplomatie, elle l'a fait même avec ses amis, qui est l'Indonésie par exemple, lors de la question du Timor-Leste. Donc au Timor-Leste, l'Algérie a pris la défense du peuple Timor-Leste contre un ami, le pays de l'ami qui a soutenu la révolution algérienne, qui est l'Indonésie. Donc nous sommes vers une logique qui s'affronte depuis pas l'Algérie et le Maroc, mais la liberté d'un peuple qui est le peuple sahraoui avec le Sahara occidental. Donc la première réaction, nous sommes face à une violation d'un droit, et un pays ancien colonialiste qui endosse et qui appuie cette logique, et qui en même temps, il est membre du Conseil de sécurité, qui a une responsabilité morale et d'éthique, se pose à son niveau et s'oppose non seulement pour son administration, mais également pour toute la société française. Monsieur Saïd Ayachi, vous connaissez bien le dossier. La France n'a jamais caché son soutien pour le dossier marocain dans la crise avec le Sahara occidental, mais c'est la première fois qu'une déclaration de haut niveau, au niveau du gouvernement français, qui apporte son soutien au plan marocain. C'est précisément le côté surprenant et contre-productif de la décision française en elle-même. Depuis le premier jour, la France a soutenu l'invasion du Maroc au Sahara occidental. Rappelez-vous que ce sont les Jaguars français qui ont bombardé la population civile sahraoui, qui n'a trouvé son salut qu'en territoire algérien. Ça, d'une part. Je peux citer plusieurs autres étapes depuis 1975. Je citerai pour mémoire seulement le veto français qui a été émis contre l'élargissement du mandat de la MINURSO pour le respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Et bien d'autres choses. Les Sahraouis d'abord, mais ceux qui les accompagnent aussi,
ont toujours su que la France a soutenu le Maroc en catimini de façon sournoise et hypocrite. Mais la France, cela vient d'être dit, ce qui est contre-productif, c'est le fait que la France, par son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, a des responsabilités internationales, entre autres celles de protéger, défendre et promouvoir le droit international. Or, le droit international dans le dossier sahraoui est on ne peut plus clair. C'est un peuple qui a droit à l'autodétermination. Cela ne fait pas l'ombre d'un débat quel qu'il soit. Et la France, donc, devrait soutenir le droit à l'autodétermination, puisque, avec les 4 autres membres, elle est en charge de ce dossier. Et, bien entendu, aujourd'hui, on comprend que la décision française, en fait, est venue pour être rendue publique, est venue répondre à un chantage, à une pression de plusieurs lobbies, mais d'abord du régime marocain. Rappelez-vous que le roi, il y a à peine une année et demie, a dit « Je n'aurai de relations qu'avec les États qui reconnaîtraient la marocanité du Sahara occidental ». Et par conséquent, aujourd'hui, la question qui se pose est double. De quelle pression le président français a pris cette décision? Et aujourd'hui, nous avons plusieurs acteurs identifiés clairement, le lobby sioniste, le régime marocain bien sûr, mais aussi l'extrême droite française et même une partie de la gauche française, surtout avec les turbulences que connaît la scène politique française, mais aussi, de l'autre côté, bien entendu, un ciblage très net pour l'Algérie afin de porter atteinte aux relations algéro-françaises dans leur développement. Mehdi Rezar, vous êtes quand même un grand observateur de la scène politique et médiatique française, vous êtes installé à Paris. Monsieur Mehdi Rezar, pour vous, que signifie cette, disons-le, cette réaction du gouvernement français, plus précisément du président Macron, sur le dossier du Sahara occidental? On ne s'attendait pas, dans le milieu observateur médiatique, mais aussi politique, d'une telle réaction. Écoutez, c'est la fourberie dans toute sa splendeur. C'est une fourberie d'un homme d'État, c'est une fourberie d'un gouvernement qui n'est plus normalement, constitutionnellement, n'a plus le droit d'avoir cette décision et de proclamer cette décision. Il faut préciser que le gouvernement Attal a démissionné, que c'est un gouvernement démissionnaire et que selon la Constitution du 4 octobre 1958, le gouvernement démissionnaire ne s'occupe que des affaires courantes. Or, je pense que la décision sur un peuple opprimé à l'étranger ne peut pas être décidée par un gouvernement démissionnaire et un gouvernement qui ne doit s'atteler qu'aux charges courantes de la vie française. Le deuxième point qui est pour moi très important, c'est que on parle, mais les intervenants ici présents ont parlé du droit international et de la présence de la France sur les 5 membres permanents de l'ONU. Le problème, c'est que la France vient de mettre à genoux l'ONU. Parce que la MINURSO, elle a un secrétaire général italien, l'ancien vice-ministre italien. La France, malheureusement, vient de décrédibiliser les Nations Unies, encore une fois. Elle a été décrédibilisée à de nombreuses reprises sur le conflit, justement, en Palestine, où elle n'est même plus consultée, où elle n'est même plus prise en considération par l'État sioniste. Mais actuellement, la France est en train de rajouter de l'eau au moulin pour montrer que l'ONU n'a plus aucun véritable but, aucune véritable valeur aux yeux du monde. Donc, si en 2024, un président de la 5e ou la 6e puissance, entre guillemets, parce que les calculs sont à refaire, peut décider parce que mon collègue ici a dit que c'était une sorte de deal, c'est du marchandage pur et dur pour avoir des concurrents politiques nationaux dans sa poche. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, le 30 juillet 2024 est une date marquante pour la démocratie dans le monde et pour les peuples opprimés, parce que Emmanuel Macron
a littéralement marchandé l'avenir d'un peuple sahraoui pour avoir une sorte de légitimité gouvernementale nationale. Parce que ce sont des lobbies qui ont, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, qui ont négocié, je dis bien négocié, comme on négocie dans une affaire commerciale, oui. Leur voix, leur accès à leur majorité par rapport à des affairistes étrangers. Et ça, je trouve que c'est très grave. Pour un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, je pense que c'est plus que honteux. Et je reste mesuré quand je dis honteux. Monsieur Ayachi parlait justement de deux puissances lobbyistes qui sont l'entité sioniste et le Marzan. En France, d'après vous, est-ce que le président Macron a été poussé vers cette décision par d'autres cercles obscurs dans la politique française? Écoutez, nous savons tous autour de la table comment se passe la politique des salons, le timing de cette déclaration, feutrés, les salons de Paris, comme on dit. Les salons feutrés de Paris, tout le monde connaît comment ça se passe. Vous savez, moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que la France était connue pour sa diplomatie. Jacques Chirac doit se retourner dans sa tombe actuellement. Mais malheureusement, depuis 2023, depuis le 14 février 2023, je me rappellerai toute ma vie de ce discours magique de Dominique de Villepin, la France n'a plus eu de véritable ministre des Affaires étrangères. Oui. Étrangère. La France, depuis le 14 février 2023 et le discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité de l'ONU, où elle a été respectée dans le monde entier, grâce à ce discours-là, où elle a mis un veto pour l'intrusion en Irak. Je pense que, malheureusement, la France n'a plus de véritable diplomatie depuis cette période-là. Et aujourd'hui, on constate, et je le dis avec beaucoup de tristesse, on constate que tout se marchande à bas étage. Et pour le peuple sahraoui, c'est une véritable déchirure. Mehdi, on reviendra sur le timing de cette décision, mais surtout, avant de poursuivre le débat, on va regarder un VTR réalisé par Hamid Mechri. Pourquoi le Sahara occidental ne sera jamais marocain? Alors que les ambitions expansionnistes marocaines sur le territoire du Sahara occidental, que l'ONU considère comme un territoire en attente de décolonisation, sont croissantes, bénéficiant de la protection et la complaisance d'anciens régimes coloniaux, une question s'impose d'elle-même: jusqu'à quand ce déni du droit international? En se basant sur ce dernier, la décision du gouvernement français de s'aligner sur le plan marocain illégal, car privant le peuple sahraoui de décider de son avenir, n'accorde aucune justification ou légitimité au Maroc d'annexer et coloniser le territoire sahraoui en vertu du droit international. Cependant, cela signifie que Paris est allé de l'avant dans son soutien à son allié marocain, qui demeure impuissant de fournir le moindre argument juridique sur ses prétentions sur ce territoire. Le régime du Marzan s'est vu succéder une série de revers diplomatiques à l'international, notamment la décision de la justice européenne qui a statué récemment que l'accord bilatéral de pêche Maroc-UE est illégal car impliquant les eaux territoriales sahraouies. Le déclin de l'influence de la France et la perte de son hégémonie en Afrique sont parmi les raisons qui expliquent pourquoi Paris protège et
et s'accroche davantage au régime marocain, même si cela lui coûtera cher au niveau de sa réputation en tant que membre permanent du Conseil de sécurité censé veiller sur l'application des lois et traités internationaux. Toutefois, selon les spécialistes du droit et système juridique international, le soutien de la France au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 comme unique solution au conflit au Sahara occidental n'aura aucun effet juridique et que ce genre de déclaration est de nature politique sans conséquences juridiques. En somme, cela confirme que la France nie le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et viole le droit international. La nature juridique du conflit au Sahara occidental en tant que question de décolonisation a été constamment réaffirmée par les résolutions pertinentes de l'ONU qui ont toutes confirmé et entériné le droit légitime du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Le Sahara occidental reste un territoire en attente de décolonisation, quelle que soit la volonté ou l'intention des autres États. Ni la France, ni un autre pays ne peut conclure d'accord qui viole le droit international, car il pourrait alors être poursuivi devant des cours pour avoir engagé sa responsabilité internationale. Kamal Mensari, cette situation revient un petit peu sur la table de la crise entre Paris et Alger. Mais cette fois, je pense que la crise a dépassé ses limites. Il y a toujours eu des crises entre Paris et Alger, notamment sur la question mémorielle, mais également sur la situation sécuritaire en Algérie. Mais cette fois, c'est la première fois que la crise entre Paris et Alger touche le dossier du Sahara occidental. Bien évidemment, moi je reviens sur le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui parle des involtures. Je dirais que c'est bien plus que ça, c'est presque du mépris. Donc lorsque vous avez des relations avec un pays, vous savez pertinemment qu'il y a un autre et que vous êtes en conflit ou en bisbille avec un autre. Nous sommes en une sorte de rupture avec le Maroc. Donc vous prenez parti pour un pays qui déjà à l'origine menace la stabilité de l'Algérie, notamment depuis son alignement avec Israël. Nous savons il y a ce paramètre à prendre en charge et à prendre en considération dans l'analyse et la lecture des relations algéro-marocaines et dans la région tout entière. Donc la France qui vient par le biais du dossier de Sahara occidental, renforcer ce qu'on appelle cet état de fait. Donc, il est en train d'exacerber la tension dans la région. Donc, le but, donc, on voit un petit peu, on a l'impression qu'il y a une sorte de médiocrité dans la diplomatie française. Si la France échoue dans sa diplomatie, parce que les décisions qui sont prises ne répondent pas à une visibilité et on n'a pas l'impression que c'est un pays qui sait ce qu'il fait. Pourquoi ? Je vais le dire tout simplement parce que s'il y a des intérêts, si le but avoué des intérêts économiques, non, parce que le Maroc est en pleine crise, donc nous savons pertinemment que la situation au Maroc est désastreuse sur beaucoup de nombreux secteurs et segments, et qu'en même temps la France n'a pas les moyens d'aller vers des investissements quand on nous fait miroiter qu'il y aura toute une série d'investissements dans le territoire occupé, notamment à Dakhla, la construction du hub portuaire dans la région. On fait miroiter qu'il s'agit d'une région qui va prospérer, qui va attirer les pays du Sahel, mais en réalité, ce n'est qu'une vue de l'esprit, et c'est là qui montre un petit peu la faiblesse de la diplomatie française. On a l'impression, même moi je ne vais pas aller dans la question du chantage, parce qu'il faut toujours, quand on parle, il faudrait c'est-à-dire argumenter de façon à vous le prouver. Donc il est fort possible qu'il y a des alignements, on veut contenter l'extrême droite, mais en même temps il y a une réalité
qu'il ne faut pas oublier, même si on revient au fait que la France, de par son statut de pays membre du Conseil de sécurité, doit défendre le droit international, mais le droit international a été bafoué en Algérie. La France était déjà membre du Conseil de sécurité quand elle a essayé toutes les formules possibles et imaginaires pour pouvoir maintenir sa domination sur l'Algérie. Donc la question de la colonisation, c'est la question-là qu'il faut poser et la remettre dans son juste contexte. Merci, Monsieur Mansari. Nous avons avec nous Monsieur Sidati, ministre des Affaires étrangères de la République sahraoui. Monsieur Sidati, vous êtes avec nous? Oui, Monsieur Sidati, vous êtes avec nous? Oui, alors je vous écoute. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté, malgré vos engagements. Je sais que vous êtes actuellement, vous préparez à un voyage et vous avez accepté de participer avec nous à cette émission spéciale. D'abord, première réaction, Monsieur Sidati, de la décision française de reconnaître le plan marocain sur le Sahara occidental. Tout l'honneur est pour moi d'être parmi vous ce soir et je tiens à saluer nos amis du plateau, notamment notre ami le docteur Aïdechi et les autres bien sûr, et vous dire aussi que je présente mes saluts à tous vos auditeurs. Concernant notre réaction, il est clair. Il est clair que la France vient d'entreprendre ce qu'on pourrait appeler un coup bas en matière en politique et en diplomatie. Sa décision de reconnaître, entre guillemets, ce qu'est une quelconque souveraineté au Maroc sur le Sahara occidental ne nous surprend pas l'attitude de la France qui, depuis le début, a toujours été aux côtés de l'agresseur, aux côtés de l'envahisseur du Sahara occidental. Et surtout, on se rappelle que depuis 1975, la France n'a cessé de prodiguer ses conseils, son expertise, ses moyens au Maroc pour essayer de perpétrer cette guerre de génocide contre le peuple sahraoui qui dure à nos jours. Et dire cela, c'est dire quelque part aussi que la France s'est alignée sur l'idéologie expansionniste marocaine, si je peux dire, et de fait, elle mène une guerre au peuple sahraoui, certes, mais aussi à tous les peuples de la région, à tout le Maghreb. En disant ceci, je crois que la gravité de la décision française et le contexte où elle parvient, c'est-à-dire il y a un contexte de tension et de ce fait, je crois que la France participe quelque part de cette instabilité, de cette insécurité qui prévaut dans la région. En disant ceci, je dirais aussi que la France étant pays membre permanent du Conseil de sécurité a failli à ses devoirs, à ses responsabilités, puisque les membres du Conseil de sécurité sont supposés être les garants de la paix, de la sécurité. Donc, il s'agit pour nous clairement d'une escalade et d'une intervention flagrante, inappropriée. Et je dois à ce titre saluer la position exprimée par l'Algérie qui, encore une fois, était fidèle à ses principes et à ses idéaux en défendant mordicus le droit de détermination et surtout le respect du droit international, puisque de toute façon, le seul moyen aujourd'hui, comme le voit lucidement l'Algérie, c'est le respect du droit international, c'est le respect des règles de ce droit et pour faire en sorte à ce qu'il puisse y avoir une cohabitation, une coexistence entre nations et entre peuples. Or, je crois que la France, de ce point de vue, elle se disqualifie, si je peux dire, et n'est plus en mesure justement de s'associer ou d'agir de concert avec le reste des nations, et particulièrement les Nations Unies et le Conseil de sécurité, pour justement faire avancer la solution, si je peux dire, du conflit du Sahara occidental, qui ne peut être autre que le respect du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ceci étant, je le répète et je le réitère, le peuple sahraoui continuera à se défendre, à résister et à faire
face à toutes les épreuves qui lui sont imposées. Et je dirais encore une fois que la France a failli à ses devoirs et ce qu'elle vient de décider, c'est une manière de nous dire explicitement que la France est partie prenante dans cette opération, dans cette action de déstabilisation de toute la région et de fomenter justement l'instabilité et l'insécurité. Et c'est grave encore une fois. Et je ne pense pas que cela sied un pays comme la France qui, encore une fois, se dit membre du Conseil de sécurité. Donc les Sahraouis, le peuple sahraoui est dépité par cette attitude, par ce comportement. Et encore une fois, nous voilà devant d'autres épreuves, mais le peuple sahraoui sortira vaincu comme tous les peuples d'ailleurs de la région. Merci, et monsieur. Je dois dire, ajouter un petit mot en dernier lieu, c'est que n'eût été en soi, le rôle négatif joué par la France depuis le début de ce conflit, je pense que le peuple sahraoui aurait exercé son droit inaliénable et incontournable à l'autodétermination et la situation aurait été résolue et on serait dans de meilleures conditions pour la paix entre les peuples et promouvoir quelque part le développement de toute la région. Merci, monsieur le ministre, merci, monsieur Sidati, d'avoir participé avec nous et avoir donné justement votre point de vue et votre position en tant que ministre des Affaires étrangères de la République sahraoui dans ce débat. Messieurs, le message est clair. Monsieur Ghazar, il a dit une phrase très importante. Sans les blocages de la France, le dossier du Sahara occidental aurait avancé depuis longtemps aux Nations Unies. Si on se fait un petit flashback dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, là où est passée la diplomatie française, il y a eu énormément de problèmes. Le Liban, Rwanda, le Mali, la Libye, la Syrie, le Tchad. Donc nous connaissons tous autour de la table les méfaits de la fausse diplomatie française. L'ancienne puissance coloniale. L'ancienne puissance coloniale qui avait toujours des hommes de main, des hommes de réseau, des hommes de, on appelait ça des hommes de France-Afrique, la France-Afrique. Réseau de France-Afrique. D'accord, pour garder toujours une main sur l'Afrique. Donc, ce que dit Monsieur le ministre est tout à fait juste. C'est un coup bas, moi je dirais même un coup de couteau dans le dos. Mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Et en toute honnêteté, ce ne sera pas la dernière fois. Parce que la France est habituée justement à marcher couvert. On ne peut pas travailler dans une relation d'égal à égal quand vous avez un secrétaire général de l'ONU qui est désigné par 5 membres, 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui n'est même pas consulté avant même qu'un de ses membres déclare ça à la presse et aujourd'hui par rapport à cette annonce tonitruante. Donc je vous le dis, il y a eu une résolution, la résolution 690 de 1991, qui désignait un secrétaire général et la création de la MINURSO pour que justement cette commission, cette mission puisse faire ce travail de rapprocher les idées, de trouver une solution adéquate, démocratique, sous l'égide de l'ONU. La France a fait vent de tout ça, elle a voulu s'imposer pour des détails politiques nationaux, c'est très important de le savoir. Les partis de gauche sont vent debout, il y a des tweets incessants, les gens ne comprennent pas comment un gouvernement qui est, je vous le rappelle et je le redis parce que c'est très important sur un plan de vue constitutionnel, est un gouvernement démissionnaire qui n'a pas les prérogatives par rapport à la Constitution française de prendre de telles décisions. Et décisions sur les relations internationales. Ils n'ont pas la prérogative. Ouais. Le président ne peut pas, tant qu'il n'a pas de gouvernement nommé, article 20 à 23 de la Constitution du 4 octobre 1958. C'est écrit noir sur blanc.
On parle de la France comme étant le pays des droits de l'homme, on parle de la France comme étant le pays des libertés, on parle de la France comme étant le pays des droits juridiques. C'est un pied de nez à sa propre constitution, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je peux vous assurer d'une chose, parce que toute l'après-midi, mon téléphone a sonné, les partis d'opposition ne vont pas s'arrêter là. La gauche, en l'occurrence, avec la nouvelle NFP, le nouveau Front Populaire, est vent debout. À partir de demain, vous avez sur tous les journaux français dits de gauche, comme Libération, comme Marianne... Il y a eu le tweet de Marine Tondelier également, qui est la représentante d'Europe Écologie Les Verts. Je peux vous assurer qu'à partir de demain, il va y avoir le branle-bas de combat sur les journaux pour dénoncer la mascarade qui a eu lieu aujourd'hui. Parce que les gens savent très bien, les petits comités à Paris savent très bien que cette décision a été marchandée. Ça a été du business politique, rien de plus. Et c'est ce qui me fait, moi, qui me donne l'envie, en toute honnêteté, de vomir. Même si le gouvernement, excusez-moi, juste pour apporter un petit peu de l'eau à votre moulin, même si le gouvernement n'a pas les prérogatives, parce que c'est un gouvernement qui gère les affaires courantes, il y a la responsabilité du président de la République, l'Élysée est responsable, donc la lettre envoyée au roi aujourd'hui, c'est elle qui consacre cette réalité. Donc, même si on évacue le message problème du président Macron. Oui. C'est plutôt le message du président Macron qui pose problème. Le gouvernement a pris sa décision, c'était il y a quelque temps, donc confirmé par le ministère des Affaires étrangères, mais la position de Macron qui pose problème, c'est là où on sent qu'il y a un engagement au plus haut niveau de l'État. Donc c'est l'établissement. Emmanuel Macron est acculé. Ça, je le sais. Donc on n'est pas il est obligé de faire du marchandage pour avoir une majorité. Je suis d'accord avec vous, mais il faudrait élever le degré de responsabilité au niveau national français. Ce n'est pas simplement le gouvernement, mais encore le président de la République. Et c'est là où il se cache derrière ses prérogatives, parce qu'il est toujours en poste, il n'est pas contesté, donc il n'a pas de problème. Il a toute sa... contesté. Non, c'est-à-dire quand je dis contesté dans ses décisions, c'est-à-dire il prend ses décisions, il prend une stylo, il signe, ça il peut le faire. Mais c'est pour dire aussi que la responsabilité incombe au chef de l'État. Le gouvernement, il a fait une erreur, je suis d'accord, mais la responsabilité est engagée de Macron. C'est là où le problème réside. C'est-à-dire que, comme si on a fait de la fuite en avant, on a jeté la pierre à l'Élysée, et c'est lui qui a pris le relais. Il s'est adressé de chef d'État à un autre chef d'État qui est le roi du Maroc. Donc nous sommes face à une réalité qui est prise en charge par le représentant des Verts français. Et c'est là où la responsabilité de la France est entièrement engagée. Et si on a au droit aujourd'hui de chercher les responsables, il faut viser plutôt Macron. Donc c'est lui. Vous avez parlé tout à l'heure du palmarès sombre de la diplomatie française. Il y a aussi le palmarès sombre de Macron. Donc ces échecs successifs, que ce soit sur le plan intérieur, mais en tant qu'Algérien, je vais réfléchir à ce qui se passe dans ma région. Donc en laissant, c'est-à-dire la France s'est engagée au Sahel avec Barkhane, Serval puis Barkhane. En plus, il s'est retiré sous la pression, mais il n'a pas laissé de solution. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers des négociations avec ces pays-là pour leur permettre un petit peu de régler le problème de manière pacifique en faisant passer l'accord d'Alger, qui est le plus important accord pour régler, qui a été endossé par les Nations Unies, il laisse ce qu'on appelle une débandade et que c'est l'Algérie qui a essuyé ce revers français. Mais pas comme Mali. Je parle du Mali parce que c'est là où le vrai problème se réside. C'est là où il a commencé, avant d'aller au Burkina Faso ou au Niger et de parler de l'AES. Plus récemment, pour être plus précis. Parce que c'est le plus vieux dossier. Donc on était, depuis 2012, la France est là-bas, elle est entrée. Nous avons assisté les Français pour régler ce problème, mais en réalité, la France est partie et a laissé toute une zone, déséquilibrée, complètement... Comme là où elle va, mais comme partout où elle va. Oui, je suis d'accord, mais restons sur le fait que la France a créé un problème pour l'Algérie. Et son alignement avec le Maroc crée aussi un autre problème pour l'Algérie. Parce que l'Algérie n'est pas simplement, ce n'est pas une question d'intérêt, elle n'est pas une question politique ou bien de propagande locale, c'est une question de sécurité pour la région. Nous avons un problème au Sahara occidental depuis 1975. L'Algérie essaie par tous les moyens diplomatiques, parce que c'est sa politique cardinale, de faire en sorte à ce que ce dossier se règle par les moyens pacifiques. Et elle a contribué dans toutes les étapes pour les régler, en étant partie intéressée ou parfois observatrice
dictateur, mais voilà que la France vient dire à l'Algérie, votre rôle jusque-là ne sert à rien, nous avons pris notre position, et encore avec un pays où l'Algérie est en train à des problèmes cruciaux, réels et tangibles, notamment sur le plan sécuritaire. Kamal, il y a eu des réactions, comme a dit Mehdi, justement, la représentante des Verts qui a tweeté. J'aimerais bien qu'on découvre son tweet justement sur l'écran. Ce tweet, il donne un petit peu votre version, il dénonce un petit peu la décision de Macron. Mais en même temps, il y a eu Driancourt qui a réagi. Driancourt, qui est le diplomate de service de certains lobbies et de certains... Diplomate de rien du tout. Voilà. Diplomate de rien du tout. Un vautour Oui, qui tourne pour rester c'est le seul à la lumière. qui réagit pour faire passer les messages de ceux qui ne parlent pas, Mehdi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, il y a eu déjà des réactions très rapides. L'interview de Driancourt qui desserve son venin sur l'Algérie dans le Figaro, où justement, il donne raison un petit peu à cette nouvelle position. Il va plus loin, il s'en prend à l'Algérie. Voilà. Il s'en prend à l'Algérie comme d'habitude. Oui, bien sûr, parce qu'il faut un peu plus violemment avec cette décision. Il faut comprendre qu'il y a, depuis sa retraite, je ne sais pas, bon, on a l'impression qu'il est parti dans un délire. Donc, en tant que diplomate, il y a des outils d'analyse. Vous êtes diplomate, surtout si vous n'êtes pas bureaucrate et vous prétendez connaître un pays comme l'Algérie. Un diplomate, généralement, il présente un discours plus lisse, plus pacifique. Ça dépend, ça dépend du cursus et de l'expérience de chacun. Donc on est face à un pays que vous prétendez connaître. Donc il a fait 2 mandats ici en Algérie. Qu'a-t-il fait en Algérie à part, c'est-à-dire, il s'est contorsionné ici dans la question de l'immigration, les questions des visas, mais rien du tout. Donc il n'a pas joué le rapprochement entre France et l'Allemagne. Et ça a été fait au niveau des chefs d'État. Donc le diplomate Togli, il a resté dans ce rôle de bureaucrate. Aujourd'hui, ce n'est plus un diplomate, c'est quelqu'un qui est en train de faire valoir un discours xénophobe, donc dans tous ses écrits. Donc, et on comprend donc. Bien évidemment, donc si on veut le noter, on dira que c'est quelqu'un de médiocre, c'est-à-dire, et on est vraiment, c'est-à-dire, quand je dis quelqu'un de médiocre, on est dans le rôle où il est censé être dans sa réserve ou bien apporter des solutions et non pas envenimer les relations entre 2 pays, surtout lorsqu'on a été 2 fois ambassadeur en Algérie. Donc on cherche par tous les moyens à donner des pistes de règlement ou bien comment améliorer la situation entre les 2 pays. C'est ça ce qu'on appelle c'est-à-dire le rôle positif d'un diplomate. Mais lorsqu'on va vers un débat, vers des critiques acerbes contre un pays, on n'est plus dans la diplomatie, on n'est plus dans quelqu'un qui a une culture d'État, mais quelqu'un qui a une culture c'est-à-dire d'opposants ou de xénophobes. Comme il fallait s'y attendre, Mehdi, il y a eu une réaction de Marine Le Pen qui déclare « Le gouvernement français n'a que trop tardé pour reconnaître l'engagement constant du Maroc pour des décennies dans la stabilisation et la sécurisation du Sahara occidental. Vous voyez les calculs politiques qui ont été faits, qui ont été négociés ces dernières semaines, parce que ne soyez pas naïfs en croyant que Macron a essayé de décider de cette solution il y a encore 2 mois. Ne soyez pas naïfs. Je vous en conjure. Il y a moins de 20 jours, tout a été négocié avec les partis parce que je ne suis pas d'accord qu'avec les partis d'extrême droite, mais avec les partis de droite et de centre droit. Ouais. Voilà. Ça a été négocié. Ce ralliement de la France à la position du Maroc a été négocié entre eux pour avoir du côté de Macron. Déjà, le président français a provoqué la crise en France, crise politique jamais vue. Hein, il faut préciser. C'est plus une crise politique, c'est un film, enfin une série Netflix qui se passe actuellement en France. Mais bon, ça c'est un autre débat. On a vu ça dans les années 50. Malheureusement, et c'est pas prêt de finir. Hein, il faut le savoir que c'est pas prêt de finir de toute façon. Mais pour revenir à Driancourt, le pseudo-ambassadeur qui s'est déclaré ambassadeur jusqu'à maintenant pour pavaner sur les plateaux de télévision en disant qu'il a l'œil et l'oreille du Quai d'Orsay, ce n'est pas vrai. C'est une personne qui est has-been, qui veut rester sous la lumière pour paraître et pour vendre ses bouquins qui ne se vendent même pas. C'est bon à savoir. Et la deuxième chose qui est pour moi quelque chose de terrible, c'est que ce monsieur,
en voulant faire son beurre, plutôt sa margarine, sur le dos de l'Algérie, parce qu'il n'est pas assez bon pour faire du beurre, il est prêt à tous les sacrifices. Et il est prêt à dire tout ce que veut entendre, les compromissions. Tout ce que veulent entendre le parti, justement, les partis d'extrême droite. La preuve, c'est qu'il a été approché, donc en étant un ancien ambassadeur et un ancien patron des services de sécurité français, parce qu'il a été ici dans les services de sécurité français comme Bernard Hémier, en disant que les idées de Marine Le Pen et du Rassemblement national sont des idées qui me parlent, et en voulant abroger les accords d'Évian de 1968, vous voyez à peu près le curriculum vitae du personnage. Donc ne soyons pas étonnés, j'ai l'habitude que quand ça vient d'aussi bas, je ne m'en occupe point. Monsieur Ayashi, moi je vais vous lire un passage du tweet de Marine Le Pen. Je suis un peu sidéré, je connais un peu la politique française. Ce message, c'est du jamais vu. C'est la politique fiction dans les relations entre Marine Le Pen et le Maroc. Nous devons soutenir toutes les initiatives pragmatiques des autorités marocaines qui permettent de consolider la pacification de ce territoire, garante de son développement. Est-ce que vous vous imaginez à ce genre de revirement ? Avec votre permission, je reviendrai d'abord sur ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères sahraoui. Tout à fait. Qu'on se rassure, ça ne change pas grand-chose pour les Sahraouis. C'est tout simplement une position qui était hypocrite, sournoise, en catimini depuis 48 ans et qui aujourd'hui maintenant est annoncée. Et le problème, c'est de dire pourquoi elle est annoncée. Les Sahraouis, depuis longtemps, ont eu une phrase sublime. Ils ont dit que la France ne contribue pas à la résolution du conflit saharo-occidental. La France ne fait pas partie de la solution, elle devient un problème. Et aujourd'hui, clairement, la France, maintenant, du fait qu'elle est démasquée, elle s'est disqualifiée, elle ne peut plus participer à la recherche de la solution en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. C'est un point très important qu'il faut retenir dans la suite des événements. Et puis, concernant ce que vous me dites à propos de Le Pen. Le Pen, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas très bien les dessous de son parti, je connais ce que connaisse tout le monde. Elle est beaucoup plus anti-algérienne que pro-marocaine. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une conjonction d'intérêts qui ne sont pas les mêmes, mais qui étaient tous pour nuire à l'Algérie. L'extrême droite et les nostalgiques de l'Algérie française. Le lobby sioniste qui veut absolument punir ce pays, qui ne veut pas plier le genou. Il y a des liens historiques entre l'extrême droite et la monarchie marocaine. Mais le lobby sioniste, d'abord, qu'est-ce que c'est ce pays qui ne veut pas plier les genoux, qui ne veut pas rentrer dans le rang et qui continue de défendre les peuples opprimés, etc. Et puis, il y a, bien sûr, le régime marocain, on le sait. Tout à fait, oui. On l'a dit chez nous, c'est l'ennemi classique, hein, ça remonte à l'émir Abdelkader. Et puis, il y a cette partie de la classe politique française. Ne la négligeons pas. Il y a le centre droit, la droite, une partie de la gauche. Demandez à M. Mélenchon ce qu'il pense de cette position. Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il est pour, M. Mélenchon, avec toutes ses envolées humanistes et tout ce qu'on veut. Alors, ceci, tout simplement, ça vise l'Algérie. Pourquoi l'Algérie a une diplomatie flamboyante qui continue de défendre les peuples? Pourquoi l'Algérie veut faire des relations d'égal à égal avec la France alors qu'elle devrait être comme un toutou, comme un caniche? Elle ne devrait pas. En fait, on nous discute, on nous dispute, on nous reproche l'indépendance de la décision politique qu'on a. Il faudrait que peut-être qu'on aille prendre nos ordres à Paris. Nous, on ne l'a jamais fait. J'ai vu, pas plus tard cet après-midi, une vidéo de Mohamed Khemissi, Allah yarhamou, le 16 octobre 1962, à la tribune des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il disait, Mohamed Khemissi? Tout un discours sur le colonialisme et donc l'ADN anticolonialiste d'Algérie. Il dit l'anticolonialisme est notre religion. C'est-à-dire que l'Algérie, déjà, avait fait le serment à nos glorieux chouhada de toujours combattre le colonialisme. Et aujourd'hui, on reproche à l'Algérie de vouloir combattre le colonialisme, puisque c'est un problème de décolonisation. C'est ainsi que est enregistré le dossier du Sahara occidental au niveau des dernières colonies. Et donc, il faut appliquer l'autodétermination. L'Algérie respecte le droit international et demande l'application du droit international. Maintenant, quant à ceux qui jouent les forces du mal au niveau de la scène politique française,
grand bien leur face, l'Algérie a pris ses responsabilités, à eux de prendre les leurs. M. Macron, on lui a tordu le bras pour qu'il prenne cette décision qu'il va regretter très amèrement. Justement, De toute façon, oui, allez-y, Kamal. justement, juste pour rebondir, donc heureusement que dans ce principe, il y a beaucoup de pays, celui de droit des peuples à leur souveraineté, heureusement que nous ne sommes pas les seuls à souscrire à ce principe. Il y a beaucoup de pays qui sont justement dans cette posture, qui défendent ce même principe. Ça fait, vous avez plus de 180, l'Assemblée générale de l'ONU, elle fait 194 membres qui aujourd'hui défendent, dans la majorité, ont défendu le droit palestinien à l'autodétermination et leur droit légitime à leur terre, c'est-à-dire aux frontières d'avant 67. Donc nous ne sommes pas les seuls dans cette logique. Aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est-à-dire si on voudrait bien revenir à l'extrême droite. Donc l'extrême droite a toujours fait pression sur Macron pour lui dire qu'il a fait trop de concessions, entre guillemets, concessions à l'Algérie sur la question mémorielle et qu'elle plaidait depuis longtemps, parce qu'on lisait la presse française et toutes les tribunes, y compris celle de Driancourt, sur le fait qu'il faut se rapprocher davantage du Maroc. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a des positions qui sont diamétralement opposées avec Paris, donc on est aujourd'hui face à non seulement à une pression, mais un défi sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait changer les dogmes, c'est-à-dire notre perception des relations avec la France, à mon avis, devrait changer. Pourquoi ? Parce qu'il faut regarder l'avenir. Donc, si aujourd'hui la France s'est alignée sur cette position sur le Sahara occidental, que fera-t-elle demain lorsqu'il y aura, supposons-le, un conflit avec le Maroc armé ? Parce que le risque d'inconflagration dans la région persiste et elle est posée sur la table et elle fait partie des hypothèses à venir. Donc, que fera la France ? Donc, dans notre relation avec ce pays qui a déjà pris position depuis des années contre la libération de la France, du Sahara occidental, comme elle a été contre notre libération lorsqu'elle a occupé l'Algérie pendant 132 ans. Donc le discours de Driancourt, à quoi joue Driancourt aujourd'hui ? Il joue sur vous savez, ce pays-là est dans une situation de volatile, il n'est pas stable, mais il ne fait pas le parallèle avec ce qui se passe non seulement en France, que ce soit dans son propre pays. Aujourd'hui, parce que j'ai lu, donc il s'attaque au président de la République, il s'attaque au fait que le président est faible, mais en réalité, il oublie qu'aujourd'hui, parce que même la presse française, les bons analystes, ceux qui sont sérieux, ils disent que jamais un président français n'a été aussi faible. Et ils ont peur de la visite, parce que n'oublions pas qu'une visite était prévue. C'est-à-dire, imaginez un président élu qui va rencontrer un président en mauvaise posture. Donc c'est cette force on part avec un argument... C'est le moins populaire d'ailleurs des présidents français. Hein. Aujourd'hui, 26% des Français le soutiennent. Vous vous rendez compte ? Jamais ça n'a été aussi bas dans les sondages pour un chef d'État français. On a cru que Hollande allait battre le record, mais finalement Macron a fait pire. Donc c'est ça. Donc c'est cette logique-là, faire des parallèles, essayer d'attaquer l'Algérie sur un terrain qui est pratiquement faux. Pourquoi ? C'est-à-dire sur le plan de l'analyse. C'est-à-dire, vous voulez dire que l'Algérie a un problème. Et le Maroc, la sécheresse au Maroc est en train de faire fureur. Tout donc, fait, ouais. 77 millilitres cette année, c'est jamais vu depuis 40 ans. Donc, jamais l'agriculture n'a été, que ce soit les eaux en eau, en sous-sol ou en surface. Donc, il y a une faiblesse énorme et ça impacte l'agriculture qui est qui était à l'origine génératrice de revenus et qui faisait employer de nombreux Marocains. C'est pour cela que le chômage a augmenté au Maroc. On vient d'avoir 19,7% de la population marocaine souffre du chômage et subit le chômage de plein fouet. Et bien évidemment, les provinces orientales sont dans une situation catastrophique. Toutes les usines qui étaient là-bas ont fermé en raison de la décision de l'Algérie de fermer ses frontières. Donc, si on va discuter qui est aujourd'hui faible sur le plan économique et sur le plan politique ou bien social, c'est bien le Maroc. Et soyons justes aussi, regardons de près la France. 3100 milliards d'euros de dette publique. C'est du jamais vu. Ça a augmenté de 147 milliards cette année. Donc, nous sommes face à un pays qui cherche par tous les moyens, sur le plan politique, à trouver des subterfuges, à trouver des portes de sortie
pour un pays sans un peu. gouvernement, pour être plus précis. Oui, hein. bien évidemment. Le président a parlé, a dit comme quoi c'est pour ça que après je les vous ai JO. dit, imaginez la visite du président de la République en France avec un président faible et Un gouvernement non encore désigné ou bien nommément moi-même. Il n'a pas le temps de désigner un gouvernement, mais il a le temps de surtout le fait s'occuper que le du Sahara Parlement occidental. n'est pas du tout, c'est-à-dire on a une sorte de cafouillage et de cafarnaum au sein du Parlement. Tout à fait. Bien évidemment, aujourd'hui, on parle, est-ce que cette visite aura lieu? Point d'interrogation, et pour beaucoup, peut-être elle n'aura pas lieu. Mais dis, juste pour Cette visite te n'aura donner pas un lieu, petit peu... c'est normal qu'elle n'ait pas lieu de toute façon. donner un aperçu des relations entre l'extrême droite et Driancourt, quand le Rassemblement national était pressenti pour prendre la première place Il se voyait déjà un poste de et ministre il se voyait ministre des Affaires étrangères, hein, Exactement. de Bardella. C'est un secret de polichinelle que tout le monde connaît sur la place de Paris. Et pour rebondir sur ce que dit notre ami ici présent, la compromission est l'élément et la nature d'Emmanuel Macron. Il fait des compromissions avec tout le monde, avec tous les partis politiques. Il essaye toujours de sauver sa tête. Moi, je vous conseille, quand vous voyez la politique d'Emmanuel Macron, c'est de lire un livre qui s'appelle Machiavel. Pour moi, c'est l'autoportrait d'Emmanuel Macron. Voilà, et c'est comment arriver à son but, par tous les moyens et quels que soient les coûts. Et c'est une personne qui est actuellement, je vous le dis, hein, parce que le tweet de Driancourt me fait doucement rire, où il compare la situation politique. Non, c'est un article, attention. un article sur elle a été aussi mis en tweet sur on va dire, le parallèle qu'il fait entre l'économie algérienne et l'économie française, ou entre la politique algérienne et la politique française. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu la rue d'Idouche Mourad incendiée comme il y a eu lors des Gilets jaunes en 2019. Je n'ai pas vu le Maqam Shahid comme l'Arc de Triomphe qui a été à l'intérieur vandalisé. Je n'ai pas vu un président de la République algérienne se faire gifler par une personne de son public. Je n'ai pas vu, il n'y a pas plus tard que quelques mois, au Salon de l'Agriculture, je ne sais pas si vous remémorez les images d'Emmanuel Macron, qui est pratiquement exfiltré du Salon de l'Agriculture par plus de 2 compagnies de CRS par rapport aux manifestants qui sont venus et qui ont forcé les portes du Salon de l'Agriculture lors de sa visite. Donc, en termes de stabilité politique et de stabilité économique, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir de quiconque, et encore moins de la France et surtout d'Emmanuel Macron actuellement. Pour moi, ce n'est pas un président mal élu, c'est un président mal aimé et qui a été élu pour contrer l'extrême droite. Pas pour ses convictions à lui. Mais moi, je voudrais avoir votre réaction au tweet de Malbruno, journaliste français célèbre, qui a déclaré sur Twitter ou sur X: il fait du Trump allusion à l'ancien président américain qui est le premier à avoir reconnu la telle marocanité en 2020. Tout a été dit dans son tweet. Dans son tweet, il a tout dit. Il a défini certaines choses. Vous savez, la France a toujours été dominée par les États-Unis. C'était un secret pour personne. Sarkozy, oui. D'accord. Elle a toujours été dominée par les États-Unis. Chirac leur tenait tête à un moment. Malheureusement, depuis Nicolas Sarkozy, la France est devenue le faire-valoir des États-Unis. Et on sait tous autour de la table que Donald Trump a de très très grandes chances d'être élu dans moins de 3 mois, et que automatiquement la France va se ranger derrière les délires de Donald Trump sur plein de sujets. Donc, encore une fois, le mot qui correspond le plus à Emmanuel Macron est compromission. Il n'aime pas aller au conflit, il n'aime pas aller à la bataille, parce qu'il sait qu'il perd à chaque fois. C'est aussi simple que ça. Donc, il est obligé de faire de la compromission permanente et constante avec tout le monde. Tout le monde se rappelle de ces faux débats avec les partis politiques, avec les gens de la société civile qui n'ont débouché sur rien et qui ne déboucheront sur rien. Il faut savoir que actuellement, en France, les gens sont vent debout contre le gouvernement, pratiquement plus personne ne croit en la politique d'Emmanuel Macron. Et lui, il a un but bien précis, c'est l'Union européenne. Il veut rendre la France une Union européenne avec tous les membres de l'Union européenne, un même pays. Et c'est sa vision
malheureusement, du futur. Il disait qu'il était eurosceptique, finalement il est européiste. Mais on peut, vous savez, il y a un argument très facile pour un petit peu battre vraiment la logique de Macron s'agissant du Sahara occidental. Comment se fait-il qu'il reproche aux Russes d'avoir annexé des territoires autonomes? Il dit, il le reproche d'avoir annexé l'Ukraine, des territoires ukrainiens sur le Donbass, et en même temps, il souscrit, il soutient l'occupation du Sahara occidental. Vous savez un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais de la politique selon mes intérêts. Alors que devant la loi internationale, il n'y a pas d'intérêt. Donc il y a une logique, il y a une légitimité, il y a ce qu'on appelle, si vraiment un État est sérieux et respectueux du droit international, un État qui se prévaut être un État de droit. Donc les États de droit dans les relations internationales, certes, il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire que parce que l'un des principes de la Charte de l'ONU, c'est le règlement pacifique des conflits. C'est pour ça qu'on a inventé l'ONU, c'est pour régler, après l'échec de la Société des Nations et la Deuxième Guerre mondiale, les conflits, il fallait les régler de manière pacifique. Alors l'un des chartes, la France qui est le garant de ce charte, elle prend une posture en Ukraine et une autre posture diamétralement opposée en Ukraine. Donc de la géométrie variable. De la géométrie variable, on fait comme on veut, ce qui nous arrange, mais en réalité, c'est un pays qui, face au monde, démontre qu'il n'est pas sérieux, qu'il n'est pas fiable et qu'il n'est pas digne de confiance. Donc même dans les relations bilatérales, nous savons certes qu'il y a eu des soubresauts entre Alger qui ont été réglés de part et d'autre parce qu'il fallait absorber la tension en raison du tout un héritage entre les deux pays. Nous avons une forte communauté là-bas, donc forcément il fallait. Mais là, on joue à quoi? La France, en s'alignant avec le Maroc, joue l'insécurité de l'Algérie, comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de soutien au Maroc, dans sa logique expansionniste et colonialiste. Et demain, si, bien évidemment, un risque d'explosion dans la région, où se mettra la France? Elle va suivre quoi? Elle va faire sa logique expansionniste et elle devient partie prenante, non pas vers le Polisario simplement, mais vers l'Algérie, parce que demain, les Polisario va certainement, on ne sait rien. Aujourd'hui, dans notre génération, on est en train de voir que la situation de statu quo, ça arrange le Maroc parce que le Maroc veut gagner du temps. Ce qu'il veut, c'est du temps. Parce que lui, il est en train de contrôler le territoire. C'est contrairement à celui qui réclame la liberté de son territoire. Donc les Marocains jouent le temps est en leur faveur, parce que le statu quo les arrange. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, si la situation du statu quo se maintient une année ou deux, rien ne nous dit que dans quelques années, il n'y aura pas une conflagration. Une courte pause et on revient au débat. Merci. Alors, on revient au débat pour préciser d'abord que dans ce dossier, le Maroc est acculé, M. Ayachi, il est à 40% de chômage, 90 milliards de dettes d'endettement, de dettes extérieures. Aujourd'hui, le Maroc a besoin d'être soutenu quelque part pour survivre sur le plan social, sur le plan politique, mais également sur le plan international. C'est vrai. C'est maintenant
admis que l'économie marocaine s'est effondrée quasiment par tous les paramètres que vous venez de donner, avec... Et même sécuritaire, hein, pour être plus précis. je ne sais pas, puisque le Maroc aide la France pour ce qui est des Jeux Olympiques. Ça, c'est une chose qu'ils exportent. Ils exportent très bien. Sauf que vous avez raison sur une chose, le Maroc a mis tous ses réseaux d'information en Europe au service du Mossad. Ça dérange beaucoup, beaucoup de pays dans l'hémisphère nord, ou du moins au nord de la Méditerranée. Je reviens à votre question à propos de l'économie. Effectivement, il y a des paramètres qui sont quasiment rouges. Donc, là, sur le plan social, c'est désastreux. J'ajouterai ceci, c'est que il y a toujours derrière une décision politique, forcément, dans une proportion ou une autre, des objectifs économiques. Nous savons déjà que l'Espagne a plus de 250 grandes entreprises au Maroc, qu'elle a 600 unités de pêche qui spolient les ressources halieutiques sahraouis. La France, de même, depuis longtemps, est installée au Maroc, mais il y a un nouveau venu maintenant, le complice sioniste, qui lui a fait une rentrée extraordinaire dans l'économie marocaine. Dans le même sillage, est-ce que vous considérez qu'il y a une alliance coloniale entre la France, le Maroc et l'État sioniste? Donc le camarade sioniste vient d'arriver, il occupe de très larges pans de l'économie, ils savent y faire, soi-disant spécialiste dans les terres agricoles, l'énergie solaire, l'eau, etc. Mais surtout, il veut partager avec le Maroc la coopération militaire. La coopération au Sahara occidental pour spolier encore davantage. Je ne parlerai pas du fait que le droit hébraïque a été admis comme adjuvant à la législation marocaine, qu'il y a dans les écoles des écoles hassidiques qui sont ouvertes au Maroc. Et cela a provoqué quand même quelque chose de très important, un quasi-divorce entre le peuple marocain et le Makhzen et le roi. Parce que, d'abord, la normalisation a été très mal vécue par le peuple marocain, qui donc, comme on vient de le dire, se trouve dans une situation sociale catastrophique. Ouais. Mais en plus, on ajoute la normalisation avec l'entité sioniste et les Marocains qui accordent une certaine sacralité à la cause palestinienne se voient trahis dans ses profondes convictions religieuses et pan-arabes. Et surtout, ils voient les criminels sionistes de Khan Younes, de Sabra Shatila, de Raza, être accueillis à bras ouverts, et on leur a cédé des bases militaires et pas mal de possibilités logistiques. Et donc tout ça fait que le Maroc, aujourd'hui, vous savez, il n'appartient pas aux Marocains. Le Maroc n'appartient pas aux Marocains. Il y a d'abord, le roi ne gouverne pas, c'est pas vrai. C'est toujours André Azoulay. On l'a vu dans le dernier discours. C'est André Azoulay qui gère le palais, qui gère le gouvernement. Et donc, il reçoit ses instructions de Tel Aviv, de Paris ou de Washington. Et le gouvernement est là pour encore prendre sa part pour la bourgeoisie marocaine. Il y a l'un des hommes les plus riches du Maroc à la tête du gouvernement marocain. Quelques gens qui se sont fait berner parce qu'ils ont cru à la duperie du roi, c'est les islamistes qui ont signé la normalisation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un contentieux entre Ben Kairan, le président du parti, et son ancien Premier ministre. Et donc, la situation du Maroc n'est pas aussi belle que... Sauf qu'on se sert du Maroc comme le cheval de Troie pour l'Afrique, pour les Arabes, pour son voisin, surtout l'Algérie. Une petite réaction, justement, pour revenir à Driancourt. Driancourt avait soutenu le 5e mandat de l'ancien système. Il continue, justement, à jouer contre l'Algérie et contre un petit peu son développement économique et politique. C'est-à-dire, Driancourt, c'est-à-dire quand on lit ses interventions, il faudrait revenir... Ils sont nombreuses, hein. C'est quand même bizarre pour un diplomate de s'exprimer autant. C'est presque des sandwichs, des hamburgers chaque semaine. Pratiquement, c'est la même rhétorique qui revient. C'est toujours le même constat, c'est-à-dire l'Algérie est un pays à risque. Il a parlé de l'immigration parce qu'il joue sur le filtre, la fibre xénophobe. Et l'Algérie constitue une menace, immigration et tout. Donc, mais il ne
il oublie une chose, c'est-à-dire même si, c'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui, dans sa dimension, que ce soit locale ou internationale, elle essaie par tous les moyens de montrer une certaine rectitude, une certaine rigueur. Donc nous sommes aujourd'hui face à cette réalité. Donc mais Driancourt, qui joue un petit peu la logique de nous sommes face à un grand danger qui menace la France, réalité ne fait rien d'autre que vendre sa personne pour un courant xénophobe dans l'espoir d'incarner justement ce courant à un poste particulier. Mehdi, une dernière réaction. Justement, l'Algérie a annoncé qu'elle installerait un chargé d'affaires qui poursuivra un petit peu les affaires courantes entre Paris et Alger. Comment vous voyez, vous qui êtes souvent entre les deux capitales, l'avenir diplomatique entre les deux pays, surtout que demain, il y a la conférence très attendue du ministre des Affaires étrangères, M. Attaf. Écoutez, l'Algérie, depuis 4 ans, revient au devant de la scène internationale. C'est un fait. Sur le monde diplomatique, l'Algérie récupère sa place d'antan. On appelait Alger la Mecque des révolutionnaires dans les années 70-80. Donc l'Algérie est en train de récupérer la place qui est la sienne, au devant de la scène internationale. Que ce soit à New York, avec l'ONU, avec l'ambassadeur qui a réussi à faire passer la résolution par rapport à Gaza, avec Paris, avec notre ambassadeur Saïd Moussi, avec l'UNESCO, où on a été élu au siège de l'UNESCO à Paris. Donc tout ça, ce sont des succès diplomatiques que les gens, que les voisins n'arrivent pas à supporter. Donc on dérange. Quand on dérange, ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Il ne faut jamais l'oublier. Quand on dérange quelqu'un, c'est que le boulot il est bien fait. Donc, on est sur le devant de la scène, on revient fort sur le plan diplomatique et nous attendons demain des réactions fermes et définitives de notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, qui, sans aucun doute, seront à la hauteur des échéances. Merci Mehdi Rza. Je rappelle que vous êtes consultant pour Al24 News. Merci M. Saïd Ayachi, président du comité. Je pense qu'on nous accorde encore quelques minutes de débat. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Kamal. Sur le Maroc, il y a un fort courant anti-normalisation au Maroc qui continue. On l'a senti par les différentes manifestations. Oui, donc c'est le peuple marocain. Il n'y a pas simplement un divorce ou une rupture, mais il y a presque un malaise, c'est-à-dire ajouté aux difficultés économiques marocaines. Aujourd'hui, ce courant-là incarne non seulement, il incarne le véritable Marocain, celui qui est anticolonialiste, pro-palestinien, et en plus de ça, surtout, et le fait que la question du Sahara occidental n'est pas endossée par tous les Marocains, ça a été une pilule qui a été utilisée justement par le roi du Maroc pour faire venir Israël, parce que l'objectif était d'abord d'avoir des relations avec Israël en essayant de faire croire aux Marocains qu'en contrepartie, il y a cette marocanité, que Trump a reconnu la marocanité. Et finalement, parce que Israël, ce qui est un petit peu étonnant, Israël ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental. C'est un occupant c'est-à-dire que les Marocains n'ont rien eu en retour. Ils ont juste se sont jetés dans les bras d'Israël, mais sans avoir rien du tout de la part des Israéliens, encore moins des Américains, parce que les Marocains qui considéraient le Maroc comme un partenaire stratégique important en Afrique, ils ont décidé de le mettre au second plan en retirant justement leur plus importante coopération stratégique militaire dans la région. Un dernier mot, Mehdi. 2 petits points et je vous laisse fermer le studio. Moi, j'ai des images qui me choquent par rapport à ce que me dit Driancourt et à son écrit sur le Figaro. Moi, j'ai vu des bains de foule d'Abdelmajid Tebboune, que ce soit à Tizi Ouzou, à Khenchela ou dans les divers wilayas où il est parti ces derniers mois. Et j'ai vu des sorties d'Emmanuel Macron. Le contraste est terrible. La différence de la popularité des deux présidents est terrible. Donc Xavier Driancourt, qui me donne une explication sur l'instabilité en Algérie et l'instabilité et la stabilité du gouvernement français, qui n'a pas de gouvernement, je le rappelle, c'est quand même un ambassadeur qui vous dit qu'un gouvernement démissionnaire est plus stable qu'un gouvernement en place. Bref, ça c'est sa partie à lui. Et
je pense qu'il est très important de savoir que Xavier Driancourt était partie prenante pour un gouvernement de transition de l'ancien régime algérien, pour qu'il garde son poste. N'oubliez jamais qu'un homme politique est prêt à tout pour son bien-être. C'est ce qu'il fait actuellement, ce cher Xavier Driancourt. Et le président Tebboune a plus d'aura internationale ces derniers mois que Emmanuel Macron. Le G7 à Bari a été l'illustration parfaite de la renaissance de la diplomatie algérienne et d'une Algérie forte aux yeux du monde, où pratiquement l'ensemble des chefs d'État venaient à la rencontre du président Tebboune pour le saluer. C'est très important parce qu'on entend toujours les mauvais tweets et les mauvais articles sur des journaux étrangers. C'est bien de remettre la vérité en face des gens. Ayachi, brièvement. Oui, très rapidement. Moi, je pense que cette décision française ne fera qu'aggraver le déclassement de la France à l'échelle internationale. La France a perdu son aura. Une grande partie de son audience. Sa signature n'est plus crédible. Et donc, par conséquent... Surtout en Afrique. Hein. En Afrique et dans le monde. Dans le monde. La France, mais maintenant... déjà, elle est très effacée. La France, dans le avec monde, la situation interne qu'elle connaît et sa situation économique, la situation de ses finances, est un pays maintenant qui... Rappelez-vous qu'il a été dégradé du point de vue notation par les agences de notation. Oui. Il y a 2 ans moins. Oui. Mélanie et consorts, lors du G7 à Bari, fuyaient Emmanuel Macron. Tout à fait. Fuyaient littéralement Emmanuel Macron. Qui n'était pas le cas du président Tebboune. L'avenir... Driancourt ne représente que l'échec de la diplomatie française. Merci, messieurs. Bravo. Merci. Je suis tout à fait d'accord. Il s'est rattrapé hein, par rapport à toi. J'ai beaucoup aimé la fin. Merci, Mehdi Khazal. Je rappelle vous. que vous êtes consultant de Al24. Monsieur Ayachi, toujours un plaisir. Vous êtes le président de soutien du peuple sahraoui. Et monsieur Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Nous avons eu également le ministre des Affaires étrangères sahraoui, monsieur Sidati. Merci d'avoir été resté aussi tard pour suivre cette émission spéciale sur les relations algéro-françaises. On vous donne rendez-vous à bientôt.